Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orixa Media et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant: performance et innovation publicitaire digitale dans l'environnement TV. Face à l'essor de la publicité en ligne et de ses nombreux avantages, la télévision souffrait d'une image vieillissante ces dernières années. L'achat en temps réel, le ciblage personnalisé ou encore l'optimisation instantanée des campagnes offrent de réels atouts aux annonceurs et permettent une performance optimale des campagnes. Cependant, l'arrivée du programmatique rebat désormais les cartes. Entre performance et innovation publicitaire, la télévision ne cesse d'innover dans son offre publicitaire digitale, suscitant un grand intérêt de la part des annonceurs. Afin de découvrir les innovations publicitaires digitales dans l'environnement télé, nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux marketing et business autour de la performance et innovation publicitaire digitale dans l'environnement TV, quelles sont les innovations qui s'accompagnent de performances notables dans l'environnement TV, et enfin, quelles sont les innovations qui pourraient se développer le plus rapidement à l'avenir dans l'environnement TV. Pour en discuter, Charles Onvaux de Orixa Media, Baptiste Berger de Mediasquare, Arnaud Sirjac de Sirdata. Cette émission vous est présentée par Michel Juvillier. Bonjour Charles. Bonjour Michel. Bonjour Arnaud. Bonjour Michel. Bonjour Baptiste. Bonjour Michel. C'est un retour pour vous trois au sein de The Programmatic Society. Donc merci pour votre confiance afin de pouvoir vous exprimer sur l'évolution du marché du programmatique et de la publicité digitale au sens large. On parle environnement TV et innovation publicitaire. Première question, elle sera pour toi Charles. Quand on parle de performance et innovation publicitaire digitale dans l'environnement TV, de quoi parle-t-on ? Eh bien écoute, merci Michel. Du point de vue agence Orixa Media, bien entendu, pour nous, il s'agit principalement de venir digitaliser, en fait, que ce soit l'achat, l'accès à la chaîne publicitaire, télé tout simplement, mais également avoir un droit de regard sur la partie mesure, parcours client et proposer aujourd'hui de nouveaux mécanismes de pensée autour de la méthodologie de l'achat télé. Merci Charles. Alors à l'instant... tu as parlé de mesures et de parcours client. Je suis hyper impatient d'en savoir plus dans quelques instants. Mais de ton point de vue, Arnaud, quand on parle d'innovation publicitaire digitale dans l'environnement TV, de ton point de vue, de quoi parle-t-on ? Alors, déjà, c'est un vaste sujet. On pourrait en parler très longtemps. Il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières années, notamment en termes d'usage. On ne consomme pas les contenus de la même manière aujourd'hui. En termes de support aussi, de technologie. Aujourd'hui, il y a la télé connectée. Tout le monde est équipé de plusieurs devices dans les foyers. Donc ça, c'est un changement qui est relativement majeur. Pour moi, ce qu'il y a de nouveau, c'est que la frontière entre l'environnement purement digital et l'environnement télé s'efface. Donc aujourd'hui, on peut consulter du contenu télé sur des supports digitaux. On peut toucher un exposé télé en digital et inversement. On peut aussi utiliser des données issues du digital dans un environnement télé. Donc plus de frontières, plus de silos, on va dire, dans les usages, et on pourrait s'y attendre. De moins en moins, en tout cas. On pourrait s'attendre à ce que ces silos disparaissent également d'un point de vue gestion des campagnes publicitaires, on va dire ça comme ça. Exactement, ça va être l'objectif, même si aujourd'hui c'est pas complètement le cas. Ça fait partie des évolutions à venir du marché. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent être faites. Je pense que aujourd'hui on a déjà un certain nombre de choses qu'on est en capacité de faire. Moi, de mon point de vue de société qui est spécialisée dans l'adressabilité, la performance et l'innovation dans ce cadre-là, c'est la capacité à adresser un message personnalisé en fonction d'une audience précise sur des environnements télé. Et ça, c'est vraiment nouveau. Au-delà de l'aspect technique, etc., c'est vraiment nouveau parce que on passe du one-to-many où on adresse un message au plus grand nombre à un message personnalisé, du one-to-one ou du one-to-few, donc on s'adresse à une catégorie de population. Donc ça, c'est une vraie nouveauté. Et derrière, ça va aussi permettre d'optimiser, et là, je pense que ça fera écho à ce que fait Charles, ça va permettre d'optimiser les dépenses publicitaires. Le message, la publicité que je vais pouvoir adresser à un foyer ou à une personne, elle le sera à des gens qui vont être concernés ou intéressés par le produit, la promotion ou le service de l'annonceur.
Merci Arnaud. Baptiste, de ton côté, toi qui travailles pour un consortium d'éditeurs à travers Mediasquare, Charles nous a évoqué la mesure, la possibilité d'aller jusqu'à une observation du parcours client, ce qui est une sacrée nouveauté en tout cas en télévision. Et à l'instant, Arnaud nous a parlé d'une fin de frontière au niveau des usages télé selon les devices et qu'on s'approche de cela. On n'y est pas tout à fait encore au niveau, j'allais dire, de la gestion publicitaire. Du one-to-many TV, on arrive à du one-to-few et encore mieux du one-to-one. Quelle est ton observation en termes de performance et d'innovation publicitaire et surtout, qu'est-ce que, de ton point de vue de représentant d'éditeur, de quoi on parle en fait? Alors, moi, je suis tout à fait aligné avec mes collègues. Effectivement, les usages ont changé. La télé reste un média très puissant, mais effectivement, Médiamétrie nous le dit, et maintenant, il y a un peu plus d'1 heure par jour passée devant le téléviseur qui ne sert pas à regarder de la télé linéaire. À l'inverse, les gens, donc c'est 20% du temps passé devant le téléviseur sert à regarder du Netflix, du Disney+, à jouer à la console de jeu. Donc, les usages ont changé, et ça ouvre plein de perspectives différentes. L'enjeu, du coup, ça va être d'être capable, ça va être l'innovation qu'on a en ce moment, c'est effectivement ce switch sur qui est exposé à quoi, d'être capable de recibler ces gens à grande échelle pour rendre les spots qui aujourd'hui étaient avant que linéaires, les rendre efficaces partout avec ce switch, donc y compris sur la partie vidéo digitale. Merci Baptiste, tu as cité le mot perspective et enjeu. Justement, c'est le sens de cette seconde question autour des enjeux marketing et business autour de la performance et de l'innovation publicitaire dans l'environnement TV, de ton point de vue, Charles. Eh bien, écoute, Michel, comme l'ont dit Arnaud et Baptiste, cette idée du one-to-few versus le one-to-many qu'on avait auparavant et jusqu'à présent, même encore dans certaines typologies d'achat, est primordiale pour l'agence, en tout cas pour Orixa, parce que quand on est une agence à la performance, on a cette idée que quand on adresse un achat qui est communication au départ, branding, on veut quand même lui accoler cette idée de performance, de mesure. L'achat télé doit vraiment être vu dans sa globalité avec le Netflix, avec le fait de consommer un programme télé, avec le fait de faire de la VOD, de l'OTT, enfin bref, il y a vraiment toute la composante de l'achat télé aujourd'hui. Et donc le premier enjeu, je dirais, qui est marketing sur l'achat télé, ça va être cette traçabilité de l'information au travers de tous les flux. Le plus gros problème qu'on rencontre en tant que trader sur la plateforme télé, c'est qu'on fait face encore à certains silos, c'est dommage. Ces silos sont de moins en moins compris par nos partenaires annonceurs. Et on se doit, nous, en tant que trader, de pouvoir vraiment répondre aujourd'hui à cette mutualisation. C'est l'idée aussi de parler avec vous deux, messieurs, de savoir donc ce qu'on peut... c'est un appel que tu lances. Ah, tout à fait. Et je profite de cette tribune. Mais c'est important parce que ces partenariats et les personnes présentes autour de cette table montrent bien qu'en travaillant sur différents aspects des flux, on arrive à apporter une traçabilité sur l'achat télé. Et cette idée doit être généralisée, à notre sens, sur l'ensemble de la chaîne, du coup, télé. Je fais peut-être une petite digression et peut-être que, et c'est possible, que ce que je vais dire là maintenant n'a rien à voir avec la choucroute. Mais puisque tu parles de traçabilité, est-ce que des innovations telles que la blockchain, par exemple, pourraient être un moyen de régler ce souci ou ces interrogations par rapport à cette traçabilité des flux? Voilà, peut-être que je fais un petit peu de prospective et qu'on en est déjà à citer l'avenir, mais c'est une question que je me pose en t'écoutant. Écoute, sans être un expert de la blockchain, il y a cette idée qu'aujourd'hui, les plus gros freins qui nous sont exposés par les régies télé et les partenaires télé qu'on observe, c'est cette mise à disposition de l'information de manière instantanée, rapide, lisible. En ce sens, la définition de la blockchain correspond à une des options qui peuvent être suivies. Après, il y a d'autres intégrations. Le serveur-to-serveur, si on prenait cette idée de la traçabilité qui est mise en place par un certain nombre de walled gardens, peut être une autre option. Mais les walled gardens. Je dis mais par rapport aux médias qui ne possèdent pas tous cette capacité à créer des walled gardens. Tout à fait, et ça répond à la deuxième partie qui est le business aujourd'hui. Quel est l'enjeu business sur l'achat télé? Au final, c'est avoir à disposition le plus simplement possible l'ensemble des éléments, des informations pour réaliser un achat qui est vidéo sur un device qui est télé.
Merci Charles pour ces précisions et d'avoir répondu à une question subsidiaire. De ton point de vue, Arnaud, toi qui es spécialiste dans le domaine de la data, de ton point de vue, on parlait de traçabilité et la data est quand même clé justement pour, j'allais dire, avoir un minimum d'éléments pour faire de la mesure et de la traçabilité. Quels sont les enjeux marketing et business autour de la performance et de l'innovation publicitaire dans l'univers digital, dans l'univers TV? Alors, déjà, il y a un constat, je l'évoquais juste avant, c'est la majorité des Français sont équipés de plusieurs devices. Le smartphone, la tablette, l'ordinateur, la télévision. Ils consomment du contenu télé sur tous ces devices et ils le consomment à différents moments de la journée. Dans les transports, au bureau, sur leur canapé, dans leur chambre. Et ils consomment différents types de contenus, du sport, du divertissement, des news, etc. Donc, pour moi, l'enjeu marketing et business, il est assez clair, c'est la fameuse promesse du multiscreen. Et ça rejoint un petit peu ce que disait Charles, c'est cette capacité pour une agence média et son annonceur à adresser un message publicitaire sur tous les écrans où l'utilisateur va consommer du contenu télé, et au moment où il le consulte. Et ça, c'est une promesse qui est assez forte, alors qui n'est pas toujours simple à mettre en place techniquement et opérationnellement, mais aujourd'hui, c'est une promesse qui existe et qu'on met déjà en place avec certains acteurs. Donc ce côté multiscreen où je touche l'utilisateur, quel que soit le support qu'il utilise et quel que soit le contenu télé qu'il va consulter. Donc ça, c'est une super promesse. C'est un gros enjeu marketing et business. Et je vais même aller un petit peu plus loin. On sait qu'en 2021, il y avait un petit peu moins de 3000 annonceurs qui ont communiqué en télé. Sur cette même période, donc 2021, c'est plus de 30 000 annonceurs dans le digital. Donc la différence, elle est énorme. Alors les 30 000 annonceurs ne vont pas communiquer demain dans l'environnement télé ou sur du contenu télé. Ils ne sont pas tous forcément éligibles et n'ont pas tous l'intérêt à le faire. Mais on voit qu'il y a un potentiel qui est énorme là-dessus. Sans compter les 2 millions d'annonceurs sur des plateformes walled garden type Facebook. Exactement. Ce qui veut dire, pourquoi je cite ce chiffre-là, qui est déjà 30 000, c'est un chiffre important, mais je cite cet autre chiffre parce que de 2 millions, notamment chez Facebook, parce que c'est l'ouverture potentielle à des TPE, PME qui pourraient souffrir de la télé sur des micro-cibles, en tout cas, et que techniquement, il serait tout à fait possible de délivrer comme on le délivre en digital aujourd'hui. Donc, je suis d'accord avec toi, en termes d'opportunités et de potentiel, c'est assez incroyable, en tout cas pour les acteurs qui sont dans le domaine de la vidéo, de la télévision. Ça, c'est clair. Le couplage entre le multi-écran et cette capacité de ciblage, elle permet effectivement à des acteurs qui sont plus petits, qui n'ont pas forcément une couverture nationale, de pouvoir opérer des campagnes sur un environnement télé et sur du contenu télé. Donc c'est une super ouverture business. Donc Small is Beautiful est peut-être l'avenir de la télévision, qui sait. Mais bon, on ne va pas faire trop de paris tout de suite, mais c'est bien de pouvoir en tout cas mettre le doigt sur cette opportunité-là. Merci Arnaud. Baptiste, on vient de voir justement avec Arnaud ce potentiel énorme en termes de nombre d'annonceurs, 3000 annonceurs TV aujourd'hui, 30 000 sur la partie digitale, j'allais dire display hors GAFA, et si on intègre les GAFA, on est à plus de 10 millions, de 2 millions, je m'emporte un peu trop là, 2 millions. C'est pas mal. J'ai intégré les influenceurs. Non, je plaisante. Mais la question, justement, c'est toi, puisque tu représentes les éditeurs, et parmi ces éditeurs, beaucoup qui utilisent la vidéo et qui sont dans l'environnement TV, c'est quoi les enjeux marketing et business autour de cette performance et l'innovation publicitaire digitale dans l'environnement TV? Alors effectivement, tu as raison de le rappeler, parmi nos éditeurs, il y a les plus gros broadcasters en France. Et donc, c'est vraiment des enjeux, nous, qui nous concernent énormément. Alors, moi, j'irai encore plus loin qu'Arnaud. Je pense que l'enjeu, c'est bien de pouvoir toucher sur les différents devices, mais il faut rester performant. Et c'est le sens de ta question. Pour être performant, il faut être sur sa cible, il faut être à l'échelle et il faut maîtriser la répétition. Or, aujourd'hui, comme on est sur différents devices, qu'il y a toute une partie de la population qui regarde de moins en moins la télévision linéaire, il y a des vrais enjeux pour les annonceurs d'être capables de savoir qui regarde mon contenu où et de pouvoir les toucher en étant complémentaires. Donc, il y a un besoin de toucher en digital les gens que j'arrive pas à toucher en télé linéaire. Et à l'inverse, il y a effectivement cette appétence à être présente sur la télé linéaire pour ceux qui, pour l'instant, n'y ont pas accès. Donc il y a vraiment ce besoin d'arriver à avoir quelque chose d'un peu plus cross entre les deux environnements vidéo pour rendre à nouveau les spots le plus efficace possible.
le plus efficace possible et maîtriser à nouveau la répétition, comme tu l'as dit, parce que ça peut être un peu une sorte de danger à terme avec cette démultiplication d'annonceurs, que la répétition soit plutôt mal gérée. Et je vais dire, il y a une sorte de flou artistique sur le nombre. Autant il n'y a pas de flou artistique d'un point de vue légal, j'entends, sur le temps de publicité en télé linéaire. Autant sur le digital, j'ai l'impression que c'est un petit peu le Far West. Sauf si vous me dites le contraire, mais c'est l'impression que j'en ai. Voilà. Je dis ça, je dis rien, mais je dis quand même quelque chose d'assez important. On en arrive justement, sauf si tu veux peut-être ajouter un point sur ce point-là. Je reviendrai dessus plus tard. Alors, justement, on parle d'innovation, on parle de mesures, de parcours client, et c'est là-dessus où je t'attends, Charles, puisque j'aimerais que tu puisses nous citer des exemples d'innovation qui s'accompagnent de performances notables dans l'environnement TV. Eh bien écoute Michel, moi ce que je retiens, c'est qu'on a tous parlé de multiscreen. On a tous parlé de cette possibilité d'adresser des créas publicitaires qui correspondent à l'usage qui est fait par la personne au départ qui a découvert la marque ou qui s'engage avec la marque sur le point de vue TV. Nous, on a eu la chance de travailler avec un annonceur qui est suédois, qui fait son arrivée sur le marché français, sur la verticale animaux, assurance animaux. D'accord. Et il s'avère que quand on a eu le brief, on l'a eu en tant qu'agence à la performance. Avec cette composante où messieurs, vous allez acheter, mesdames aussi, vous allez acheter du coup de la télé pour moi et puis vous allez développer mon branding. On ouvre le capot, on regarde les connexions qui sont possibles de réaliser au travers des partenaires et puis dans les suites technologiques des SPA de serving qu'on exploite. Et on se rend compte qu'on arrive à créer un parcours client au travers d'éléments de tracking et d'éléments d'interaction qui sont faits sur chaque exposition, qu'elle soit télé puis digitale. Cette mécanique-là, elle est beaucoup plus longue à mettre en place parce qu'il s'agit de traquer, de tracer l'ensemble des éléments publicitaires et l'ensemble des identifiants qui viennent chez nous. Mmh. Mais elle est hyper efficace parce qu'on se rend compte que si on s'intéresse tout d'abord en A/B testant un achat classique et du retargeting classique sur site versus un retargeting personnifié directement depuis l'exposition publicitaire, on prend 15 points d'interaction sur les éléments publicitaires. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus fin dans les silos de retargeting qu'on vient créer. Mmh. Et ces silos-là sont hyper efficaces également pour créer des stratégies de profilage jumeaux. Et donc, c'est vraiment le cœur des stratégies qu'on vient déployer depuis plus d'1 an avec cet annonceur-là. L'interaction était le premier point, c'était le seul qui nous intéressait. Brief branding, ajoutez-nous un petit peu de performance derrière. On fait ça sur l'interaction. Et puis ensuite, il y a le tunnel de conversion qui rentre en compte. Et on s'est rendu compte qu'on faisait plus 10% de conversion par rapport aux autres marchés. D'accord. Et la créa devait être très bonne alors. La créa devait être très bonne, l'annonceur confiance 100%, les mains libres comme pas possible pour réaliser l'ensemble de l'achat. Et pour nous, ça a vraiment été une phase de test. Ça nous a permis aussi d'écrire le reste pour la suite de nos annonceurs, qu'ils soient du monde marchand ou du monde fundraising caritatif. Et la méthodologie est toujours exploitée, avec des succès qui sont évidemment différents en fonction, mais en tout cas beaucoup plus efficaces que si on faisait une étude post-exposition télé avec un uplift potentiel sur les conversions. Alors je me suis permis cette petite blague autour de la création publicitaire, parce qu'on a tendance souvent à opposer branding d'un côté et performance de l'autre, alors que dans le domaine de la télévision, s'il y a bien une chose qui booste véritablement la performance, c'est la création, la créativité. On se souvient, enfin moi je me souviens en tous les cas dans les années 80 de certaines campagnes publicitaires sur de moins de 10 secondes, comme une barre qui est chocolatée qui s'appelait Ovomaltine à l'époque. Oui. Et rien que ça participe aussi à la performance. C'est aussi là, quand on parle d'innovation, il ne faut pas simplement, il me semble, et vous me dites si je me trompe, se cantonner à cette innovation technologique, mais également à une innovation créative qu'il faudra exacerber, j'allais dire, sur un média sur lequel les émotions sont quand même très fortes et qui peuvent générer derrière des performances assez notables. Donc merci en tout cas de nous avoir expliqué qu'on peut faire aussi bien en télé de la performance qui est souvent l'apanage du digital, en tout cas dans l'esprit de beaucoup de personnes, de nos consoeurs et confrères. Donc merci Charles. De ton côté Arnaud, des exemples d'innovation qui s'accompagnent de performances notables dans l'environnement TV? Ouais, alors on en a plusieurs et on essaye d'en mettre en place de plus en plus avec nos partenaires régies, donc avec Baptiste, avec les régies publicitaires des broadcasters avec qui on travaille assez étroitement.
Tout à l'heure, on parlait donc du multiscreen. Le multiscreen, c'est 4 écrans. Le téléphone, la tablette, l'ordinateur, mais aussi la télévision. Et aujourd'hui, réussir à mettre en place une publicité ciblée, donc cibler une catégorie de population, des utilisateurs spécifiquement sur du contenu replay et sur ces 4 écrans, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. Et qu'on a réussi justement à mettre en place avec nos partenaires. Et derrière, on s'assure d'avoir une mémorisation de la publicité, si tant est que, comme tu le dis Michel, elle soit impactante. La créa a toujours un impact énorme. Mais en termes de mémorisation de la marque, de pouvoir diffuser une même population sur ces différents écrans en fonction des contenus qu'ils regardent, ça engendre des performances très intéressantes. Donc ça, c'est une première chose. C'est ce qu'on met déjà en place aujourd'hui, cette capacité à, avec la data, faire une publicité ciblée sur tous ces écrans-là en même temps. Et on veut aller plus loin. Alors là, c'est un peu plus du prospectif, c'est en cours. C'est pouvoir faire du ciblage comportemental en télésegmenté. On parlait de la télé linéaire. Donc c'est différent de la partie replay et du contenu TV sur les supports digitaux. Là, on parle vraiment de la télé linéaire et de la télé adressée, du coup, segmentée. Aujourd'hui, la donnée qui est disponible pour ces publicités-là, la télé segmentée, c'est de la donnée opérateur. Donc c'est de la donnée de géolocalisation pour pouvoir cibler des zones géographiques, c'est de la donnée socio-démo. Demain, l'ambition, c'est que notamment sur Data, on puisse proposer avec les régies publicitaires des broadcasters notamment, des publicités ciblées et de cibler des téléspectateurs en fonction de leur centre d'intérêt, de leur moment de vie, de leurs intentions d'achat de produits ou de services. Ce qui est un ciblage qui va plus loin que le ciblage opérateur aujourd'hui, si j'ai bien compris. Qui va plus loin, le ciblage opérateur il est hyper intéressant, parce que comme je dis déjà, la partie cibler une zone géographique en particulier, notamment on parlait des petits annonceurs tout à l'heure qui n'ont pas une couverture géographique nationale, c'est hyper intéressant. La socio-démo, c'est hyper intéressant aussi, cibler des compositions de foyers, mais on peut aller encore plus loin et adapter encore plus la publicité en fonction du téléspectateur. Et ça veut dire qu'on peut croiser la donnée émanant des opérateurs et la donnée émanant des médias. Est-ce que ça, c'est possible à faire ? Je ne sais pas, je pose la question naïvement. C'est en cours. C'est quasiment fait. On y travaille ardemment. Merci beaucoup Arnaud. Est-ce que tu voulais ajouter d'autres choses ou tu as tout évoqué en ce qui concerne les exemples d'innovation ? Pour moi, c'est bon. Merci Arnaud. De ton point de vue, Baptiste, sur l'ensemble des éditeurs avec lesquels tu travailles, est-ce que tu as vu des exemples d'innovation qui ont eu des performances assez notables en matière, en tout cas dans l'environnement TV ? Oui, absolument. D'ailleurs, on a eu l'occasion de les tester avec Orexa. Nous, on a un partenariat avec une tech américaine qui s'appelle Samba TV, qui a la capacité, en étant embarqué dans la dalle du téléviseur par les constructeurs des téléviseurs, de reconnaître, évidemment, si le téléviseur est opt-in, tout ça est totalement légal, de reconnaître les usages, toutes les images qui sont passées sur cette dalle. Et donc, pour savoir si les gens sont en train de regarder Netflix, Disney+, en train de regarder la télé linéaire, et reconnaître évidemment aussi les images des spots pubs des annonceurs. Question, c'est un échantillon ou est-ce que c'est, j'allais dire, de manière empirique et Alors, comment ça se passe ? C'est un énorme panel. Il y a un peu plus d'1 million de téléviseurs qui sont opt-in en France déjà. Et ils sont opt-in avant l'achat du téléviseur ou après ? Poser question très concrète, Très concrètement, ça se passe quand vous arrivez sur un site média standard, quand vous allez, je sais pas, sur Voici ou sur Femme Actuelle, il y a une CMP qui arrive au début, soit lorsque vous connectez pour la première fois votre téléviseur à Internet, et ce, quelle que soit la façon dont vous allez le connecter, que ce soit via une box télé, que ce soit en direct sur Internet ou avec la 4G de votre téléphone, peu importe comment vous ou avec la console de jeu même, à partir du moment où c'est connecté à Internet, il y a toutes ces conditions qui apparaissent au début. Donc le consentement, entre autres. Et il y a un consentement qui est éclairé, on explique à quoi ça va servir, les différents partenaires le font. Et dans ces consentements, il y a Samba TV. Et donc à partir du moment où les gens cochent cette case, ils sont embarqués dans le panel. Alors il y a un peu plus d'1 million de participants au panel. Arnaud pourra confirmer, 1 million, c'est quand même déjà un panel très sérieux pour pouvoir faire de la modélisation. Médiamétrie, c'est autour de 6000 foyers en France, par exemple. Donc là, on est sur 1 million de foyers, c'est quand même quelque chose d'assez costaud. Et à partir de ça, du coup, on peut cibler soit par rapport à l'usage, à la consommation sur le téléviseur des gens. Est-ce qu'ils jouent à FIFA avec leur console ? Est-ce qu'ils sont en train de regarder Roland Garros ? Est-ce qu'ils regardent des comédies romantiques ? Peu importe l'usage qu'ils vont avoir leur téléviseur, on peut faire des segments qui, pour l'instant, n'existaient pas en cross-usage. Et puis, évidemment, pouvoir cibler les gens par rapport au fait qu'ils aient vu ou non la publicité des annonceurs en télé linéaire, pour ensuite les recibler, les activer en digital ailleurs. D'accord. Donc ça, c'est vraiment des perspectives nouvelles et qui permet de répondre à ce besoin de toucher soit des cibles qui étaient difficilement touchables en télé,
soit de faire de la rémanence. Parce que le reach additionnel, c'est bien, mais on peut aussi faire de la rémanence. Une campagne télé, ça coûte quand même relativement cher. En général, elles sont espacées de quelques mois. Il y a peu d'annonceurs qui peuvent être présents tous les mois à la télévision française. Et donc, ça peut permettre de dire, OK, maintenant, on sait qui a vu mon spot télé de façon assez précise en télélinéaire, et choisir les semaines, les mois qui suivent, de faire de la rémanence en les touchant en digital. Tous ceux qui ont vu, qui ont regardé, en tout cas, même s'ils ne se sont pas... enfin, peut-être même qui sont engagés par rapport à la création publicitaire. Alors, on n'en est pas encore là. Mais j'anticipe la prochaine question. On aimerait bien, c'est des sujets sur lesquels on travaille. Déjà, là, on est capable de gérer, de mesurer la répétition entre les deux, ce qui est déjà pas mal. Donc, c'est les sujets sur lesquels on bosse. Effectivement, les sujets de mesure, on en parlait tout à l'heure, c'est des gros enjeux dès qu'on touche au digital. Mais on va en reparler plus tard, je pense, dans la conversation. Avec grand plaisir, puisque effectivement, je parle de prospective un peu, et on en arrive à notre dernière question. C'est quoi les innovations? Et tu as commencé à en parler avec Samba TV. Quelles sont les innovations qui, selon vous, pourraient se développer dans un avenir plus ou moins proche sur l'environnement TV, pour plus de performance notamment? Aujourd'hui, nous, on en voit deux, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité d'onboarder le CRM de l'annonceur. D'accord. Pour avoir ce tiers de confiance, pour avoir cette idée qu'il y a la traçabilité de la performance sur le panel qui lui est propre. Alors je rappelle juste que c'est que le CRM onboarding, pour ceux qui nous écoutent, c'est en fait, vous êtes un annonceur, vous avez votre base de données de clients et vous allez la croiser avec la base de données du média sur lequel vous allez passer votre publicité. C'est ça? C'est exactement ça. D'accord. Et c'est hyper intéressant pour des annonceurs qui ont justement énormément d'implantations locales, qui vont avoir potentiellement un système de franchise, parce que ça vient aussi ouvrir l'opportunité que le franchisé qui n'a pas forcément un budget télé national, bien évidemment, pourrait communiquer en télé adressée sur sa géologue, sa zone de chalandise qui l'intéresse. Ça, c'est vraiment le CRM onboarding, quelque chose qui n'est pas à négliger et qui vient permettre d'ajouter cette brique de performance. La seconde innovation, c'est vraiment la mise à disposition des flux, encore une fois, dans le sens où nous, on s'est constitué une expertise en interne qui et multiscreen, avec des personnes qui vont faire du planning média et de l'achat média sur l'ensemble des devices, avec cette idée qu'on connaît au global ta cible et on peut te guider dans l'accompagnement. Ça passe par cette possibilité aussi de mise à disposition des emplacements publicitaires. C'est-à-dire que demain, à mon sens, les FAI feront en sorte de pousser des flux, ou en tout cas réfléchissent à pousser des flux qui seront globaux sur le device télé. D'accord. Et ça, c'est une innovation une innovation souhaitée, je pense, en tout cas dans l'écosystème français, qui serait la bienvenue, puisque ça nous permettrait de maîtriser vraiment et de pouvoir accoler l'ensemble des partenaires qui ont chacun des technos propres et des opportunités propres en digital ensuite sur la télé adressée. Merci Charles. Donc, mise à disposition des flux, CRM onboarding, deux piliers selon toi pour assurer encore plus d'innovation dans l'environnement TV. De ton point de vue, Arnaud, toi qui es spécialiste dans la partie data. Alors moi j'en vois plusieurs. La première, elle va reprendre un petit peu ce que disait Charles à l'instant, c'est l'industrialisation de l'existant. Rendre beaucoup plus interopérables les différentes plateformes technologiques, les différents acteurs de la chaîne publicitaire dans le cadre de publicité sur du contenu TV ou dans l'environnement télé. Aujourd'hui, c'est pas forcément le cas. C'est encore très complexe techniquement, c'est coûteux. Pour un potentiel business qui peut être parfois limité, ou en tout cas qui est naissant. Si on prend l'exemple de la télé segmentée, aujourd'hui c'est 6 à 7 millions de foyers optinés et adressables. Est-ce que je me fais l'avocat du diable sur la question de l'interopérabilité? Est-ce que c'est que technique? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une mauvaise volonté parfois de certains acteurs qui veulent pas, entre guillemets, ou qui veulent savonner la planche d'un concurrent potentiel? Alors, dans ce marché, on est tous partenaires et concurrents. Donc, c'est un peu difficile de répondre à ta question. Okay. Mais non, oui, effectivement, il y a une problématique technique et il y a une problématique aussi business à un moment donné, des accords, des contrats, etc., qui ferment parfois un petit peu l'accès à certaines choses. Mais voilà, ça va faire l'objet d'une émission complète, ça. Tout à fait. Non, mais si je parle de ce sujet-là, c'est de dire que il faut arrêter les bêtises, je vais rester poli, et de dire qu'on a tous intérêt, compte tenu du nombre d'annonceurs que l'on évoquait tout à l'heure. Tu annonçais 30 000, et moi, je faisais un peu de surenchère via les 2 millions de certains partenaires GAFA. C'est-à-dire que si tout le monde se met ensemble, justement, en termes d'interopérabilité, et que tout le monde joue le jeu, en fait, tout le monde va en tirer les bénéfices.
C'est pas l'idée, c'était véritablement de sensibiliser. C'est en train de bouger. Voilà, c'est en train de bouger. Après, on parlait des contraintes techniques, il y a aussi des contraintes réglementaires qui sont très très fortes. C'est clair. Ça prend énormément de temps parce qu'il faut faire bouger les opérateurs, les broadcasters, enfin tous les acteurs de la chaîne. On parle quand même de mastodonte à chaque fois, donc bon, c'est pas simple. Mais ça évolue dans le bon sens. Et les chiffres, je parlais des foyers obtinés en télé segmentée, ils augmentent énormément d'année en année, donc c'est plutôt positif. Merci Arnaud. De ton point de vue, Baptiste, sur les innovations qui pourraient se développer à l'avenir dans l'environnement TV? Alors pour moi, la priorité, ce qui va arriver plus vite, c'est la mesure. Parce qu'évidemment, tout ça est très sympa de dépenser des budgets sur des nouvelles activations, sur des nouveaux ciblages. Il faut que ça fasse ses preuves, il faut que ça soit mesurable et qu'on puisse mesurer l'incrémental. Alors on peut déjà le faire, notamment Médiamétrie, une étude qui permet de le faire, de mesurer l'incrémental entre la télé et le digital. Ça reste des dispositifs qui sont un peu lourds à mettre en place, un peu longs, coûteux aussi. Et donc là-dessus, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour que ces mesures soient très représentatives et beaucoup plus cross-écran que ce que ça peut être aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Baptiste. On en arrive à notre dernière question, à savoir la question 100% média. Bonjour à tous, voici ma question. Comment le média de TV peut-il continuer à innover dans ses formats publicitaires face, on le voit, à la concurrence du digital et notamment de l'arrivée des plateformes de streaming sur le marché publicitaire? Voilà, merci. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même des plateformes de streaming qui deviennent des acteurs, pas petits mais plutôt très gros, puisque j'ai appris notamment que Netflix avait déjà vendu une bonne partie de son inventaire, si ce n'est la totalité. Donc tu as 60 secondes, cher Charles, pour répondre à la question. Top chrono. Eh ben pour l'innovation sur les partenaires historiques, je dirais qu'elle consisterait encore une fois à repenser le média et repenser les cibles qu'elles adressent. Aujourd'hui, il y a une fuite de la consommation quand même des utilisateurs en termes de temps sur le média classique, télé, vers les plateformes de streaming. Et je pense que ça vient de la part de contenu des programmes et de par la mise à disposition de l'information qu'il peut y avoir cet écart observé aujourd'hui et ce repli de la consommation de temps sur la télé classique versus d'autres plateformes. Merci Charles pour cette réponse. C'est vrai que la qualité de l'offre éditoriale est quand même assez importante. Mais en même temps, je me permets de faire une petite parenthèse. J'ai essayé, je suis toujours sur Salto, et Salto à un moment avait l'intégralité de James Bond. Oui. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est de voir qu'en termes de perception, le fait que l'intégralité de James Bond à une époque, ce n'est plus le cas aujourd'hui, était sur Salto, n'avait pas le même effet que si on m'avait dit que c'était sur Netflix. Et donc, je me dis qu'en termes d'appétence de marque également, puisqu'on parle des plateformes vidéo, il y a quand même un énorme travail à faire pour les acteurs locaux. Je dis ça, je dis rien, mais quand même, c'est quand même assez hallucinant que même cette partie perception, pourtant d'une marque comme James Bond sur Salto, n'a pas le même effet que si c'est sur une plateforme comme Netflix, par exemple. Je ferme la parenthèse, mais c'est quand même une question qui se pose, notamment pour l'appétence de l'utilisateur, mais également l'appétence des annonceurs pour aller sur telle ou telle plateforme. Voilà, désolé pour cette digression, mais je voulais parler de cette expérience vécue. Est-ce que tu es prêt, Arnaud, pour répondre à cette question? Oui, bien sûr. Top chrono. Alors, bon, moi, je pense que déjà, les médias traditionnels télé, ils continuent à être très puissants, ils continuent à avoir énormément de contenu et du contenu de qualité, des émissions en termes d'information, en termes d'événements, quand on diffuse la Coupe du Monde, quand on diffuse le rugby, etc. Voilà, ils ont énormément de contenu. Je pense que l'innovation, elle doit être plutôt dans la capacité à s'adapter à la manière dont les utilisateurs consomment aujourd'hui ce contenu télé. Ils le font déjà aujourd'hui, je pense qu'ils peuvent aller encore plus loin pour le faire, mais clairement, la clé, elle va être là. Le contenu, ils l'ont, il est de qualité. Il faut réussir à le diffuser aux consommateurs et aux utilisateurs là où ils le consomment, au moment où ils le consomment. Et derrière, ça aura aussi des bénéfices pour toute la partie publicitaire, pour les annonceurs qui, du coup, pourront toucher aussi ces mêmes utilisateurs sur ces différents supports. Merci Arnaud pour ces précisions. Je n'ai pas de digression à faire, donc tout va bien. De ton point de vue, Baptiste, alors attention, je vais donner le top chrono. Top chrono. Alors, effectivement, il y a des nouveaux usages, et Arnaud en parlait. Ça ouvre pas mal de perspectives.
la télé reste un média très puissant. 80% des contenus vidéo consommés en France sont des contenus de télévision, mais ils ne le sont pas forcément sur le téléviseur. Et donc, il y a là un large spectre qui est possible d'adapter toute la partie créa, que ce soit sur le contenu, mais aussi sur la partie créa publicitaire, t'en parlais tout à l'heure. Et d'être capable de... tout le monde est en multiscreen. Les gens qui regardent leur téléviseur regardent en même temps leur téléphone portable. Heureusement ou malheureusement, ça c'est un autre débat. Mais effectivement, ça permet aux publicitaires d'être très innovants là-dessus et de venir proposer des choses nouvelles en termes de contenu publicitaire en jouant sur cette complémentarité qui permet, oui, de toucher des cibles différentes, mais aussi d'avoir des actions différentes puisqu'on n'aura pas la même réaction et réactivité sur son téléphone portable que sur le téléviseur où évidemment on ne peut pas forcément cliquer. Merci Baptiste, tu as répondu avant la fin, tout va bien. Mais on en arrive justement à la fin de ce débat qui était hyper intéressant sur justement l'évolution de l'environnement TV qui se rapproche de plus en plus, j'allais dire, des attentes de ce que l'on a au niveau digital, et ce grâce aux différentes innovations. Donc merci beaucoup Charles, merci Arnaud, merci Baptiste, merci, et je vous dis sans doute à une prochaine fois. Avec plaisir. À très bientôt. Merci Michel. Ainsi s'achève ce débat autour de la performance et des innovations publicitaires digitales dans l'environnement TV. Cette émission vous a été présentée par Michel Juvillier. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Orixa Media et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme, post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.